j'achète bien la notion d'héritage, puisque c'est effectivement ça. Des héritages qui sont en danger et des héritages dont tout le monde n'a pas hérité non plus, ce qui est l'aspect à la fois révolte, et la notion de droit de l'homme reste une notion révolutionnaire. Les droits culturels s'inscrivent complètement, et peut-être encore plus que les autres, parce qu'on ne les a pas encore déployés, sans doute parce qu'ils sont plus révolutionnaires encore, s'inscrivent dans cette notion de dire qu'il y a une pauvreté intolérable, il y a une injustice intolérable, il y a un manque de participation aux références culturelles, à la puissance culturelle qui est intolérable, qui est à la racine de la pauvreté durable, qui est à la racine aussi des questions de violence qu'on a au niveau local comme au niveau international. Donc là, il y a une question qui est à la fois révolte, mais qui est en même temps positive. C'est-à-dire que si on dit ça, comme dans chaque droit de l'homme, c'est aussi un motif d'espérance, quoi. C'est un objectif politique. Ce qui m'amène, je dirais, moi, je ne prends pas tout à fait la mémoire, mais peu importe, 3 types de blocage sur ces héritages, puisque ça va bien, bonjour. Bonjour. Vous avez le blocage, c'est-à-dire oui, on a quelque chose, on ne veut pas le lâcher, n'est-ce pas ? Et en même temps, on sent bien que si on ne veut pas le lâcher, c'est qu'on n'est pas non plus satisfait, on voit bien qu'il y a un problème. Alors, il y a ce problème politique droit de l'homme, je commencerai par mon voisin de droit. Et puis, il y a donc sur la notion peut-être de personnalisation et d'élévation, puisque c'est ces notions de démocratisation qu'on malmène, puisqu'on sent bien que ce n'est pas suffisant, et tout le monde le dit, mais on sent bien qu'il y a aussi quand même quelque chose du vrai. Et puis il n'y a pas de raison de prendre la notion de démocratisation dans un sens plus ou moins péjoratif, puisqu'on est dans des démocraties extrêmement faibles, et il faut démocratiser, mais démocratiser, ça ne veut pas dire quantité simplement, d'accès d'une masse, puisque la logique de masse, ce n'est pas une logique démocratique, c'est même l'inverse, c'est une logique populiste. Donc on veut inventer des démocraties beaucoup plus fortes. Ça c'est l'idée. Donc on veut reprendre la notion de démocratie dans le sens positif. Il y a cette question, deuxième type de blocage, c'est culture et social, avec ces aspects effectivement de nivellement par le bas, de risque. Mais l'autre point positif, ben oui, c'est que nous, on veut quoi ? Qu'une excellence culturelle soit une excellence sociale. Autrement dit, un lieu véritablement où la notion de participation devient quelque chose qui n'est pas simplement chacun raconte ce qu'il en vit, mais devient une véritable dynamique, comme ça a été dit. Et puis, le troisième niveau du rapport, on a dit l'œuvre, le rapport entre l'œuvre et la personne, et qui pose la question qui est non dite aujourd'hui, où on a les individus d'un côté, les choses, les œuvres de l'autre. Et ça n'a aucun sens. On a une approche aussi des droits de l'homme très individualiste, où chacun va réclamer son droit, etc., d'un côté et de l'autre. Or, on ne dit pas, d'une façon générale, dans le milieu de droits de l'homme aussi, comme à l'extérieur, on ne dit pas que si chaque sujet du droit est individuel, chaque personne compte, mais l'objet lui-même du droit, c'est une relation sociale. Voilà. Et dans le cas qui nous intéresse, le droit de participer à la vie culturelle, par définition, c'est quelque chose de commun. Et si on dit droit de participer, ou d'entendre, ou de bénéficier, ou de jouir d'une expérience musicale, il est clair que cette expérience, elle n'est pas non plus seulement dans sa salle de bain, même si ça peut aussi passer par là. Alors, en termes de, si je synthétise, mais vraiment à la hache, parce que voilà, tous ces problèmes sont puissants. Et encore une fois, le fait de dire si on n'arrive pas à atteindre les gens, c'est que soi-même on n'est pas assez bon, quoi. Je veux dire, pour moi, c'est complètement évident. La simplicité, c'est le fait d'un vraiment un très très long travail. Et de tâtonnement et d'exercice, comme on le fait maintenant, en le déployant évidemment sur plus de temps. Alors sur le premier point, on pourrait aussi voir que dans les droits culturels, vous avez droit d'accès, et là on aurait la première approche, démocratisation, accès de tous. Alors on dit à la culture, ça ne veut strictement rien dire, nous on ne dit pas accès à la culture, parce que c'est quoi la culture, mais on va déployer ici les ressources culturelles. Donc droit d'accès à des ressources culturelles. Le deuxième point, le deuxième argument, le symbole de la première, c'est l'accès à la démocratisation. Deuxième, participation, le droit de participer. Donc de participer
à des activités culturelles, et on va considérer déjà ici l'œuvre pas simplement comme une œuvre posée, mais comme un ouvrage, et on entre dans un ouvrage, on est invité dans un ouvrage, et le problème du nivellement par le bas se pose de nouveau là aussi. Et puis le troisième point, justement, qui va être le plus difficile, droit, je dis d'accéder, de participer, et le troisième de contribuer. De contribuer et droit, est-ce qu'on peut parler d'un droit à la création, tout homme ou toute femme? Voilà, question. Sur le premier point, je dirais, donc le droit d'accès, parler de droits de l'homme, c'est d'abord une orientation politique. Et les droits de l'homme sont des objectifs politiques, sont des constructions politiques qui vont prendre une écriture juridique, à la fois dans l'idée de clarification, c'est l'étape déclaratoire, qui est complètement fondamentale, c'est ce qu'ils font du droit public, déclaratoire, et après l'étape, disons, conventionnelle, c'est-à-dire de loi contraignante jusqu'à l'étape de contrôle, qui passe forcément judiciaire, qui peut être de type administratif. Mais on a cette idée que c'est d'abord des orientations politiques, ce qui veut dire que la mise en œuvre, il ne faut pas d'abord se demander si c'est contraignant du point de vue juridique, il faut d'abord se demander si c'est contraignant du point de vue politique. Autrement dit, une politique démocratique n'est légitime que dans la mesure où, quelle qu'elle soit, elle favorise l'effectivité de chaque droit humain pour chaque personne qui est sur le territoire. Considéré. Donc ça, c'est l'élément. Ça veut dire que ça nous, même si c'était pas du droit opposable, si c'est pas encore du droit opposable, eh bien, c'est pour nous une contrainte à la fois morale, citoyenne, et à la fois institutionnelle, si on est en charge, on est des acteurs culturels, donc on a une richesse dont il faut faire partager les habitants, qui ont droit d'accès et de participation à ça, c'est donc ici un impératif. Et après, il faut regarder effectivement comment ça peut passer au niveau contraignant. Le niveau contraignant étant lui aussi toujours un niveau de clarification. On est contraint parce que, pas seulement parce qu'il y a une obligation contractuelle, mais parce que ça donne du sens à ce qu'on fait. Alors, juste en deux mots, on avait complètement oublié en France, si vous vous souvenez le débat parlementaire sur la loi NOTRe, on avait complètement oublié que la France c'est du droit opposable en France, puisque c'est l'article 15 du pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, ratifié par la France, et apparemment les parlementaires n'avaient aucune idée sur ce pacte, ce qui est quand même un peu grave comme inculture politique dans le pays. Et d'avoir mis la convention de l'UNESCO sur la diversité, c'est pas idiot, parce que la diversité, effectivement, ici, est un facteur important, mais pour l'éclairer, on a besoin des droits culturels, sinon on retombe dans un autre piège. J'ai du multiculturalisme, on peut le nommer comme ça. Mais c'est par les droits culturels qui sont précisément les droits humains, donc les droits individuels, au sens où chaque homme compte, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas de l'individualisme ordinaire. Alors, quand on parle des publics et de la personne, on est de nouveau dans la réification. Les publics, c'est quoi? La personne, c'est quoi? On ne travaille pas sur la personne, on travaille sur du lien social où chaque personne a sa responsabilité, sa liberté. Ce qui veut dire à ce moment-là que les droits culturels, il faut les conjuguer en tant que liberté culturelle, comme les autres droits de l'homme, et qu'il faut bien les insérer dans toutes les autres libertés civiles et politiques, comme vous l'avez dit. Et donc ça fait tomber tout un ensemble d'objections quand on oppose liberté culturelle à d'autres libertés. C'est normal, tout est dialectique en droit de l'homme. Les libertés s'élèvent mutuellement et dans un premier demande une interprétation de cas en cas. D'un point de vue purement juridique, on peut prendre le droit de participer à la vie culturelle. Je ne vais pas plus loin parce que ce serait long, mais il est directement contraignant, seulement la plupart des avocats ne le connaissent pas non plus, etc. Mais on peut, dans un contrat, je prends toujours l'exemple au ministère, dans le domaine qui s'occupe des liens, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, avec, Sylvie peut me préciser, avec le Secours catholique, avec ATD Carmonde, etc. Il y a un bureau dans le ministère qui s'occupe de ces relations, et ils ont mis la déclaration de Fribourg dans les contrats. Directement. Donc le droit
le droit, c'est pas simplement du machin qui est complètement descendant et étatique, ça rentre aussi par le droit privé, ça rentre par le droit des contrats. Vous pouvez vous-même faire des prestations ou repositions en disant on a quelques références, droit culturel, vous prenez les références que vous voulez, et on le met directement dans un contrat. Donc ça, c'est l'aspect formel. Donc ici, pour préciser, le droit d'accès, c'est vraiment le droit d'accès à des références culturelles au niveau substantiel. Ça veut dire que pour pouvoir être libre de s'exprimer, il faut avoir des moyens d'expression. Voilà. Et les moyens d'expression qui peuvent aller dans tous les sens. L'expression musicale, l'expression de danse, l'expression artistique, d'abord l'expression linguistique, l'expression corporelle. Et là, on va véritablement sur tous les niveaux. On reviendra sur la notion de niveau, qui est une notion tout à fait délicate. Alors, si je prends le deuxième approche au niveau du droit de participer, de prendre part, et qui rejoint cette idée aussi de on le fait déjà. Oui, question d'héritage, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites, mais en même temps, on voit bien que ce n'est pas suffisant, puisqu'on est en face d'énormes problèmes que j'évoquais tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que ça apporte, cette clarification au niveau de la participation? On n'est pas dans un égalitarisme qui serait de dire, ah ben voilà, nivellement par le bas, parce que toutes les cultures se valent, ou toutes les pratiques culturelles se valent. On n'a jamais dit ça, enfin, il y a beaucoup de gens qui l'ont dit. Mais on va dire que c'est la dignité qui est égale. Hein. Et dans chaque expression culturelle, il faut respecter ce droit d'exprimer quelque chose de digne et quelque chose d'original. Et pour chaque personne a ce droit de dire quelque chose qui, en lui, il le considère, il le croit comme tout à fait fondamental, mais pas simplement de l'écrire sur les murs des toilettes ou sur des grands murs publics ou de le dire à la télévision dans un micro-trottoir, mais de le dire d'une façon construite, de le partager. Il a le droit de se faire critiquer par les autres, il a le droit, on dira, à ce travail culturel. Hein. L'idée, si vous voulez, que les libertés culturelles, c'est que ce n'est pas seulement des libertés formelles, c'est pas seulement des libertés réelles, c'est des libertés instruites. Et là, on est vraiment dans cette notion d'élévation. On va regarder, on a tous le droit à la beauté, on a tous le droit à la puissance culturelle, on a tous le droit à être touché beaucoup plus profondément qu'on l'a encore été jusqu'à présent, et on a aussi le droit à toucher autrui. Mais quand on dit le droit, ça veut dire quoi? Si d'abord c'est une liberté, de quelle façon? Et évidemment, c'est une responsabilité, comme dans l'éducation. L'enfant, il est libre d'éducation, n'empêche qu'on lui donne tout de suite des devoirs, et il deviendra libre à partir du moment où il sait maîtriser quelques disciplines. Voilà. Donc, liberté culturelle implique la maîtrise des disciplines. Voilà. Mais ces disciplines, effectivement, sont extrêmement variées, avec des approches différentes, et une discipline n'a pas seulement une seule échelle avec un niveau, il y a une diversité d'échelles, une diversité d'échelons. Alors ça, c'est sur cette dimension-là qui signifie qu'il y a une continuité et qu'il y a des choses qui peuvent paraître assez médiocres à certains, mais qui ont une grande valeur. Et si je faisais simplement la comparaison avec la cuisine, si vous passez l'expression, comme culture du quotidien, il apparaît pour chacun de nous que la cuisine peut être une culture ordinaire, dans le sens... Là, on a des problèmes, hein. Banal, c'est un mot magnifique. Ordinaire, c'est un mot magnifique. Ça ne veut pas forcément dire médiocre, n'est-ce pas? Dans une famille, si vous avez une culture ordinaire de grande qualité, au sens humain, social, etc., ce n'est pas de la gastronomie tous les jours, évidemment, etc., on sent bien que c'est extrêmement important. Donc, vous pouvez avoir une culture de qualité qui va passer par des codes, des constructions, du travail différent. Mais ce travail d'une culture ordinaire qui se fait au jour le jour, petit à petit, et dans ce qui peut être un repas familial ou autre, ou un repas festif qui revient d'une façon régulière, on peut construire une culture excellente à l'intérieur d'une famille, à l'intérieur d'une société, d'une communauté, etc. Et donc cette idée-là d'une diversité profonde, et comment dire, je dirais rehausser cette notion d'ordinaire, où c'est quelque chose qui est dans un ordre profond. Hein, c'est pas simplement. Et banal, mise à banc, dans l'ancien français, c'était bien cette idée qu'on reprend dans le public. Voilà. Donc on a allé chercher
dans le social, pas simplement, allez hop, on fait de la massification. Hein, la masse n'a rien à voir avec la démocratie, ça n'a rien à voir évidemment avec la qualité, bien entendu. Populisme, on peut appeler ça comme ça, mais de dire dans la vie quotidienne, c'est là qu'il faut chercher la puissance du désir. C'est dans l'amateur qu'on va trouver le désir d'aller de plus en plus loin. Et nous savons tous aussi qu'un professionnel, c'est un amateur qui peut continuer à s'accomplir, quoi, en gros. Hein. Je dis ça comme ça, évidemment, on va avoir une autre avis. Mais si on est loin quand on devient professionnel, ce serait grave. Et qu'il faut garder, pour dans le métier de prof, c'est la même chose, quoi. Je veux dire, si on n'a pas envie de découvrir au début d'un cours ce qu'on va dire, ça, je dis bien de le découvrir, ce qu'on va dire, d'une façon plus forte que ce qu'on a découvert jusqu'à présent, et penser que l'étudiant qui est en première année là, il peut vous poser une question sur laquelle, tiens, vous êtes surpris, et ça vous oblige à vous poser des questions. Mais pourquoi je n'avais pas compris ça plus tôt? C'est si simple. Alors vous êtes content de l'avoir compris, à la fois vous dites, mais quel idiot, ça fait 20 ans que je dis ça, je n'avais pas encore compris. Voilà. Et donc, j'imagine, dans votre domaine musical, vous avez des intuitions aussi de ce type, n'est-ce pas? D'aller chercher une simplicité, un contraste, etc., une harmonie, comme on voudra, une résonance qu'on n'avait pas encore. Donc, on arrive au troisième niveau, de contribuer, et la notion ici d'œuvre. Quand certains ont dit que c'était trop conceptuel, moi je dis ça c'est un compliment, parce qu'on n'est pas assez conceptuel. Hein. Voilà, il faut avoir une conception plus forte justement de ces valeurs qu'on peut appeler fondamentales, c'est-à-dire qui doivent avoir une simplicité de clarification, comme les droits fondamentaux le sont, mais comme les valeurs fondamentales, on peut le dire en général. Alors, est-ce qu'on peut dire que chacun a droit à la création? Je dirais oui, mais évidemment avec réalisme, c'est-à-dire que chacun a droit d'accéder à des ressources culturelles, je dirais de qualité, c'est-à-dire qui lui permettent de vivre, qui lui permettent de penser, qui lui permettent d'interpréter, qui lui permettent de comprendre que rien n'est simple, et qui lui permettent de faire l'expérience puissante de l'admiration et d'une admiration partagée, qui lui permettent de faire en même temps l'expérience qu'il est humble, c'est-à-dire qu'il ne sait pas grand-chose par rapport à tout ce qui l'entoure et tout ce qui est en lui aussi, et à la fois de comprendre qu'on a besoin les uns des autres pour s'apprendre mutuellement. Ça, c'est vraiment le droit d'accès à des ressources culturelles de qualité, c'est une langue de qualité, ça peut être l'observation de la nature. Pour moi, l'expérience scientifique, l'expérience artistique sont à mettre en comparaison permanente dès l'école primaire, dans ce sens-là, pour montrer à la fois que des choses externes au monde ont une résonance intime. Ce qui veut dire qu'aussi qu'une expérience intime d'émotion, d'étonnement, se partage et a une traduction extime. Et qu'on a cette expérience à la fois intellectuelle, j'aime bien le mot intellectuel, hein, conceptuelle dans ce sens-là, pourquoi? On doit concevoir. Concevoir, c'est saisir dans un truc unique, cum begreifen, saisir comme ça. En même temps, c'est très émotionnel, puisque c'est une émotion forte, et en même temps, c'est une position sociale, puisque si on découvre la magnificence je ne sais pas, d'un paysage, d'un caillou, d'une musique, on change de position par rapport aux autres, d'image de soi et des autres. Moi, c'est trois dimensions dans cette expérience qu'on pourrait appeler spirituelle, si vous voulez, mais qui est évidemment complètement sensuelle en même temps. Hein. Et donc chacun doit pouvoir chercher ça, trouver ça, et il y a des gens qui n'ont jamais le privilège de ça, et c'est ça notre révolte, doit pouvoir le trouver. Alors ce qui implique, juste en quelques mots, parce que c'est là que ça devient évidemment qu'il faut déployer, de travailler sur à la fois la continuité et à la fois sur les diversités, sur les continuités et les diversités. Alors, il a parlé tout à l'heure de l'éducation, donc ça c'est complètement clair, mais l'éducation tout au long de la vie. Et donc comment, c'est pareil pour l'université, je veux dire, c'est pas parce qu'on est à l'université qu'on a un créneau comme ça. Non, on a une responsabilité par rapport à la cité,
on a une responsabilité de partager un ensemble de choses. Et il faut une continuité dans la logique d'enseignement, dans la logique de recherche, dans la logique de traiter ensemble des questions sociales. Donc il y a cette continuité-là tout au long de la vie. Il y a aussi cette continuité interdisciplinaire, soit entre les musiques, soit le son, l'audio, etc. Et qui fait qu'on a des éléments qui, à la fois, on pourrait dire, sont très disciplinaires. Et ça, c'est évidemment complètement important d'avoir des disciplines extrêmement puissantes et qui continuent à faire cette création-là. Mais on a aussi une créativité qui se bouscule avec l'interdiscipline. Et l'avantage de cette l'interdiscipline, on a exactement le même problème à l'université. Nous qui sommes un institut interdisciplinaire, les 9/10 des collègues vous disent que vous faites du bricolage. Or qu'en réalité, si on veut traiter un problème fondamental, on est obligé d'avoir plusieurs yeux, plusieurs oreilles, plusieurs doigts, etc. Et ça veut dire que la disciplinarité de chacune discipline culturelle est mise en jeu par rapport à l'autre discipline. Mais ça ne veut pas dire que simplement qu'on va faire la vulgarisation pour les autres, n'est-ce pas? Et si je parle à un juriste dans mon domaine, il faut qu'ensemble on se retrouve sur la philosophie du droit et dans toute son échelle, pas simplement des grands principes, mais effectivement dans son application par rapport à quelqu'un qui souffre, voilà, jusqu'au judiciaire. Et la même chose dans les disciplines que vous représentez ici, la remise en question des fondements de chaque discipline, c'est pas simplement un bon voisinage entre disciplines. Et donc ça, c'est une des continuités. Il y en a d'autres, évidemment, continuités entre les différents acteurs. Et puis les diversités. Ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est assez bizarre quand on parle de diversité, sans aller jusqu'à la bêtise qu'on a la plus forte en France, de parler des Français issus de la diversité, vraiment être vraiment inculte pour dire des choses pareilles, mais parler justement de toute cette diversité qui est d'abord la diversité des personnes, qui est la diversité des disciplines, qui est la diversité des milieux, et non pas des cultures, parce qu'une culture, ça n'existe pas comme ça. Voilà. Donc comment on va travailler sur cette diversité des personnes? C'est pas parce que quelqu'un est musulman ou d'origine algérienne ou je sais pas quoi qu'il est comme ci ou comme ça, ce qu'on a tout à l'heure sur l'assimilation culturelle. C'est pas parce que quelqu'un vient d'un milieu socialement défavorisé qu'il a le droit plutôt à telle ou telle approche. Peut-être qu'il va être complètement branché sur l'opéra du premier coup, ça arrive, n'est-ce pas, ou sur, je sais pas, toute autre approche. Et donc cette diversité des désirs, on peut dire comme ça, et cette nécessité, ça peut être dans une classe d'école primaire, ça peut être dans une classe de conservatoire, d'aller chercher une diversité du désir dans la diversité des personnes, ce qui implique aussi une diversité des moyens pédagogiques qui pourront être appliqués tout en faisant rentrer des gens aussi dans les classes, c'est clair, mais d'avoir cette recherche du fait que le désir a quelque chose de singulier. Et là, on est dans le paradoxe. Il ne faut pas parler de la personne, il ne faut pas parler de l'individu, mais en sens comme ça, parce que ce n'est pas une abstraction, mais il faut le mettre au pluriel. Voilà. Donc les personnes, les diversités, c'est d'abord du pluriel, et on ne peut pas dire que la diversité, c'est ça ou ça, parce que c'est une notion de quelque chose d'infini. Et donc, à ce moment-là, on a cette notion de l'œuvre qui a en elle-même une diversité. Une œuvre, c'est quoi? Elle est intéressante parce qu'elle a une diversité d'interprétation. Et si dans un concert, vous proposez une interprétation, évidemment que ça bouscule et on entre comme dans une grande maison avec des portes et des fenêtres différentes et on en perçoit quelque chose. Et les gens qui vont entrer là-dedans vont ouvrir leur capacité elle-même d'interprétation. Je dis interprétation au sens évidemment ici, interprétation par les sens, interprétation par l'émotion, l'intelligence que ça développe. Ça veut dire que donc l'œuvre, il ne faut pas séparer l'œuvre de l'ouvrier, l'œuvre est toujours un ouvrage, et un ouvrage qui est proposé pour que les gens qui ont mis les mains dedans, les oreilles dedans, tout ce que vous voulez, le cœur dedans, en ressortent en ayant envie d'ouvrager à leur tour. Voilà.
Et un poète qui participe à une expérience musicale, on peut penser que ça fonctionne pour lui après, c'est parce qu'il va être meilleur poète. Voilà. Et ainsi de suite. Et c'est donc bien là qu'il y a à la fois cette spécificité d'une discipline, cette spécificité d'un festival qui est aussi une discipline, ou d'un type d'activité à quelque niveau que ce soit, qui doit trouver son universalité et sa puissance de communication. On peut dire que l'excellence communique de soi, parce que Saint-Augustin disait « bonum diffusivum sui », pour reprendre ça, c'est vrai l'idée de l'œuvre qui communique d'elle-même, j'y crois, n'est-ce pas ? Mais à condition que l'œuvre, ça, c'est pas simplement de là à là, une pièce dans un musée ou un spectacle, mais qu'on explique ce que c'est qu'on puisse faire partager aux gens une répétition, puisque répéter, ça veut dire l'incorporation des valeurs, hein, ça veut dire apprendre dans ce sens-là, et qu'on comprend l'œuvre si on en connaît quand même justement un petit peu sa jeunesse, sa fabrication, et son type de diffusion. Alors pour en terminer sur cette brève introduction aux réactions, la question du niveau et de trajectoire, on pourrait prendre la comparaison effectivement avec l'enfant à l'école primaire. Vous avez effectivement des niveaux obligatoires, on est bien obligé de les avoir, mais en même temps, évidemment, ce qui intéresse les professeurs des écoles, c'est d'aller chercher la trajectoire de chacun des élèves s'il le peut, et d'aller le dynamiser par où il peut. Et que ce soit l'apprentissage des maths, du français, de l'activité artistique quand il y en a à l'école, de l'observation de la nature et que sais-je, eh bien, il y a des enfants qui vont évidemment avoir des portes d'entrée différentes. Et mépriser ces portes d'entrée, c'est violer fondamentalement les droits culturels. Donc, si vous voulez, l'idée là-dedans, c'est que la démocratie forte, et je reprends ici la boucle, la démocratie forte, ça veut dire chaque homme, chaque femme, quel qu'il soit, est éminemment intelligent, dans le sens noble et sensuel du terme et tout ça, et on est en situation d'énorme gaspillage, puisque en imposant des modèles simplement comme ça, on gaspille ses intelligences. Maintenant, il faut être soi-même beaucoup plus intelligent pour aller chercher l'intelligence des gens où qu'ils se trouvent. Hein. Ce n'est pas simplement milieux favorisés, défavorisés. Ça peut être des milieux très favorisés, mais qui sont dans une logique extrêmement dogmatique, sous une forme ou une autre. Donc d'aller décloisonner ça dans ce sens-là et d'aller libérer, tout à fait d'accord avec la notion d'aliénation, ça veut dire la notion de libération, d'aller libérer le désir, mais pas le désir, les gens vont s'éclater, vont devenir des consommateurs aux anges, mais ce désir qui en même temps fait mal, quoi. Et c'est peut-être ça aussi le problème. C'est parce que dans la puissance culturelle, on souffre quand même. On souffre parce qu'on se sent toujours plus idiot que ce qu'on voudrait être. Pas et plus manchot que ce qu'on voudrait être. Mais ce bonheur-là d'une souffrance qu'on peut partager, c'est-à-dire qui est nécessaire pour la création, disons comme ça, c'est bien ça, cette idée qu'on peut dire, de droit de vivre son identification comme une trajectoire. Identification, ça veut dire que je suis capable de toucher et d'être touché. Je suis capable d'identifier les choses qui sont autour de moi, les valeurs qui sont autour de moi et de m'identifier par rapport à ça, d'identifier mon enfant, mon ami, de m'identifier par rapport à lui. Et pour ça, j'ai besoin de partager des savoirs, c'est-à-dire des saveurs.